Donc juste pour commencer, Franck, bonjour et merci de nous accueillir, c'était déjà fabuleux. Euh, J'aimerais que tu te présentes, parce que pour les autres entraîneurs, de savoir en deux mots qui tu es. Donc j'ai Franck S, j'ai 51 ans. En deux mots, et c'est deux mots importants. Je suis marié depuis plus de 25 ans et j'ai deux enfants qui sont assez grands maintenant et qui vivent de l'autre côté de l'Atlantique, une au Canada et un aux États-Unis. Et après, voilà, je suis entraîneur depuis 20 ans maintenant. J'ai eu une carrière de joueur professionnel modeste en Ligue 2, mais j'ai quand même joué pendant 13 saisons. Et puis, dans ces 20 années d'entraîneur, il y a eu plein de choses avant d'arriver entraîneur de Lens en Ligue 1, et notamment dans les rangs amateurs, dans la formation, dans la post-formation avec des équipes réserves d'équipes pro, en tant qu'adjoint aussi. Voilà, c'est deux longs mots. C'est de ça dont on va parler justement. C'est comment on arrive en ayant, comme tu le dis, une carrière modeste, mais jouer 13 saisons, je suis relatif sur le modeste, c'est quand même un parcours de professionnel, mais arriver à passer et à gravir les échelons, comment t'as passé les étapes déjà? Est-ce que tu voulais devenir entraîneur? Alors, la réponse, elle est très clairement oui, parce que j'ai commencé à entraîner alors que j'avais 16 ans, quand j'étais au centre de formation du FC Rouen. C'était une obligation d'accompagner les plus jeunes. Mais pour moi, c'était pas une obligation, c'était plutôt un plaisir. Donc j'ai commencé à faire mes premiers entraînements avec des coachs plus expérimentés, mais à faire mes premiers entraînements quand j'avais 16-17 ans, pendant deux trois saisons. J'ai passé d'ailleurs mes premiers diplômes à 18 ans. Donc j'ai toujours eu ça en tête. C'est quelque chose qui me passionnait voilà, de continuer à partager, à transmettre. Et puis même à la fin de ma carrière professionnelle de joueur au Stade Lavallois, c'était pas la toute fin, mais presque à la fin, je m'occupais aussi de la catégorie 13 ans à l'époque. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais en tête. Et donc quand j'ai arrêté ma carrière en septembre 2003, eh ben, j'ai tout de suite intégré un club amateur, le Stade Mayennais, euh, en octobre 2003. Juste, voilà, j'ai pas été T'as arrêté longtemps. commencé par l'équipe première J'ai commencé par l'équipe première. et t'avais quel âge? J'étais même plus jeune que certains. J'avais 32, un peu plus de 32 ans. Et j'avais notamment deux de mes anciens joueurs qui étaient plus âgés que moi. J'ai fait 7-8 mois entraîneur-joueur. Donc à l'époque, c'était la CFA2. Et puis après, j'ai complètement basculé comme entraîneur à la fois d'équipe première et puis dans des clubs amateurs, on va dire entraîneur principal, parce qu'il y avait évidemment un certain nombre de choses à gérer. Et c'est voilà, j'ai été pris happé à ce moment-là vraiment par le métier, parce que là c'était déjà du 7 jours sur 7 ou quasiment. Tu étais déjà un professionnel dans le monde amateur. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Ouais, ouais, C'est un peu ça. ouais, complètement. Hmm. En tout cas, j'ai essayé de retranscrire ce que j'avais vécu, mais évidemment, on ne peut pas faire du copier-coller, et loin de là d'ailleurs. Il faut s'adapter toujours au contexte et aux gens qu'on a en face, mais de mettre une forme d'exigence ou de professionnalisme dans le monde amateur. Et ça a été j'ai vécu 3 ans au Stade Mayennais, et ça a été à la fois une super expérience en tant qu'entraîneur, jeune entraîneur, et puis surtout déjà une super expérience humaine. Il y a plein de choses après qui me viennent, mais les questions viennent au fur et à mesure. Justement, dans ces années dans le foot amateur, en tant que toi, professionnel, je dis, qu'est-ce que tu as puisé, qu'est-ce que tu retiens maintenant? Est-ce que ça modifie un comportement? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu t'en souviens et tu t'appuies sur des trucs que t'as mis en place à ce moment-là? Ce dont je me souviens, c'est évidemment, il y a d'abord une adaptation, parce que je voulais évidemment qu'on s'entraîne le mieux possible, apporter le plus de choses possible, mais en même temps, j'avais affaire à des joueurs qui sortaient de leur journée de travail, euh, tous ou quasiment tous, à part quelques étudiants, il y avait quelques jeunes joueurs, mais qui sortaient de leur journée d'études. Et déjà, il fallait toujours qu'il y ait un sas pour remettre tout le monde, on va dire, à niveau. Bah, sur le côté de l'adaptation, bon, on fait un métier où il faut s'adapter sans cesse. Et là, c'était déjà un premier élément sur l'adaptation.
le joueur qui au dernier moment peut pas venir, enfin voilà, celui qui a des soucis professionnels, donc bah, déjà écouter l'humain qu'il y a derrière le joueur, ça me semble ça me semble toujours être quelque chose de primordial, qu'on soit en amateur, qu'on soit avec des jeunes, avec des moins jeunes ou avec des professionnels. Il y a toujours, quel que soit l'endroit où on est, l'humain à écouter derrière le joueur, ou avant le joueur d'ailleurs, plutôt avant d'ailleurs que derrière. Donc ça, je l'ai toujours en tête, même si aujourd'hui je suis un entraîneur de Ligue 1. Après, tu es passé du monde amateur au monde professionnel, Ouais, je suis à la à formation. la formation exactement. Patrick Rampillon, qui a été longtemps directeur du centre de formation du Stade Rennais, est venu me recruter en 2006. Voilà, j'avais deux fonctions au départ, la responsabilité de la préformation et aussi de l'équipe U16. Donc j'avais un pied dans la formation et un pied dans la préformation. Et là, bah, ça m'a permis de côtoyer d'autres très bons entraîneurs qui avaient déjà beaucoup d'expérience de la formation. Moi, la mienne était beaucoup moins importante. Je m'occupais surtout de l'équipe senior au Stade Mayennais. Et donc ça a été un beau laboratoire parce qu'avec essayer toujours de mettre des choses différentes, d'innover, et puis de voir aussi d'autres éducateurs qui sont inspirants, et voilà, un entraîneur il récupère beaucoup d'idées de ce qu'il y a autour. Donc j'en ai toujours récupéré, j'en récupère toujours d'ailleurs. Et donc ça a été 6 années très très riches. Voilà. Après j'ai basculé plutôt avec la catégorie U17 que j'ai eu les 4 dernières saisons au Stade Rennais. Euh, voilà, une très belle expérience. Et c'est à ce moment-là que j'ai un petit clin d'œil à un nouvel entraîneur de Ligue 1 qui est Régis Lebris, qui est un ami. Et on se connaissait, on avait joué ensemble à Laval, mais on a travaillé notamment ces 6 années-là ensemble, lui avec les 19 et moi plutôt avec les 17. Et après les 17, tu passes. En fait, après ces 6 années-là, je repars une année dans le monde amateur. Voilà, je repars une année, un club un autre club près de Laval, Pourquoi? l'US Changé. Tu voulais changer? Je voulais, Comment? oui, je voulais changer. Euh, voilà, il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles c'était un peu compliqué sur la fin de la période rennaise. Et donc, voilà, je pense qu'il faut des fois s'occuper du changement avant que le changement s'occupe de soi. C'est une bonne formule, ça. Et ouais, je l'ai J'aime bien. repris. Hmm. Je l'ai repris parce que je trouve qu'elle est assez bonne. Ouais. Et je pense que c'était le bon moment. C'était le bon moment de voir autre chose. J'ai eu des con- C'était pas un risque? Tu te dis, Oui, je retourne dans une équipe amateur alors que tu es dans le monde professionnel? oui, oui. Bah d'ailleurs, Ouais. notamment dans mon entourage Hmm. très proche, parce que j'avais une proposition de contrat de nouveau de prolongation au Stade Rennais, donc Ouais. on s'est demandé pourquoi j'agissais comme ça. Des fois, il y a des choses qu'on n'explique pas, hein, Hmm. voilà, l'intuition, des choses intérieures, profondes. Et moi, je savais qu'il fallait une bascule. Fallait que tu casses le Ouais, rythme il de fallait ces changer des années. choses. Ouais. Et donc, je suis parti une année. Donc, j'avais des contacts avec quelques clubs, et notamment un club de national à l'époque. Et puis, ça s'est pas fait. Et voilà, finalement, je suis arrivé à l'US Changé, qui était un club que je connaissais bien dans la banlieue de Laval, bien structuré. J'ai fait qu'une année, mais c'était une très belle année, parce qu'au-delà des bons moments qu'on a passés avec l'équipe première, j'ai surtout vécu des bons moments parce que j'avais un regard sur tous les entraîneurs du club. Hmm. Voilà, j'essayais, dès que c'était possible, de les suivre au moins une fois par semaine sur leurs entraînements, d'échanger avec eux, de discuter, pas d'imposer des choses, mais plutôt de questionner, de voir comment on pouvait faire évoluer les choses petit à petit. Et ça a été une très très belle année. Bon, j'ai vite reparti dans le monde pro. Moi, j'allais dire rebondir, mais je pense que c'est pas le mot juste. Parce que t'es pas tombé Ouais, en repartant. Oui, mais on dit toujours ouais, rebondir, mais c'est vrai que c'est pas le mot rebondir. juste. C'est pas le mot. Non, non, c'est repartir sur T'es reparti. un autre projet. Ouais. Et là, c'est Régis, dont je parlais tout à l'heure, qui lui est parti aussi en même temps que moi du Stade Rennais. Mais lui est parti pour prendre la direction du centre de formation du FC Lorient. Mhm. Et donc, assez vite, il m'avait contacté pour me dire que, voilà, certainement qu'il aurait besoin d'éducateurs avec lui pour le projet de la formation du FC Lorient. Et donc, je suis reparti là pour m'occuper de l'équipe réserve du FC Lorient
en 2013. Voilà, avec Régis qui, euh, qui pas reconstruisait parce que le terme il est pas bon, mais qui donnait une autre direction au Là, centre tu de étais formation. responsable de l'équipe réserve. Là, j'étais Donc, responsable de l'équipe réserve ouais. entre Christian, qui avait Mhm. validé ma présence, qui était l'entraîneur du FC Lorient à ce moment-là, et Régis, qui était le directeur du centre. Après ça, Après ça, tu es il resté y a combien de temps? 2 ans Deux avec la ans réserve, avec la réserve, ouais. et ensuite, à la fin de cette seconde année, un mois avant la fin, Sylvain, qui était le coach, Sylvain et Paul, qui était le coach de l'équipe première, il y avait un peu des difficultés de résultats à ce moment-là. Et il restait 5 matchs dans cette saison 2014-2015. Et Sylvain a souhaité que je vienne enfin, donner un coup de main et avoir un œil un peu différent au sein de son staff. Et donc j'ai intégré pour le dernier mois, en gros les 5 dernières semaines, l'équipe pro en tant qu'adjoint. Et après, voilà, donc on s'est maintenu. Et ensuite, je suis resté 2 ans comme adjoint de Sylvain dans un premier temps, et ensuite de Bernard Casoni dans un second temps, même si j'ai fait un intérim de quelques semaines entre le départ de Sylvain et l'arrivée de Bernard. Tu as fait Et l'intérim de l'équipe première. ouais, l'intérim de l'équipe Tu as fait première. combien? Tu as fait J'ai fait trois trois matchs, matchs. Ouais. un match de Coupe de la Ligue et 2 matchs de championnat. Mais c'était très clairement, C'était euh, juste un intérim. c'était juste un intérim. Ouais. À un moment, la direction m'avait sollicité pour que ça soit potentiellement plus qu'un intérim, mais c'était très clair. Pour toi, c'était non. Pour moi, c'était non. Tu n'as pas saisi l'occasion Non, j'ai pas à ce saisi. moment-là. Quelques mois plus tard, d'ailleurs, parce que de toute façon, les Mhm. choses ont été dites et sont claires. Le club avait, en avril de cette même saison, souhaité me redonner l'équipe pour la fin de saison, même pour remplacer Bernard. Et donc j'avais refusé aussi. Donc voilà. C'était pas évidemment, d'abord, c'était pas le bon moment pour plein de raisons. Et puis c'est pareil, je le ressentais comme ça. Donc, même si aussi on m'a dit à ce moment-là, mais c'est une opportunité unique. Voilà, mais il faut sentir les choses pour y aller, surtout quand on veut aller entraîneur de Ligue 1. Parce que l'idée, c'était de devenir entraîneur de Ligue 1 ou c'était être entraîneur. T'as- La première idée, c'est d'être entraîneur. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, ce métier-là, j'aime ce que je fais depuis 20 ans. Je me régale, et je me suis autant régalé. Alors forcément, les dimensions elles sont différentes, mais j'ai pris beaucoup de plaisir au Stade Mayennais, j'ai pris beaucoup de plaisir avec les jeunes à Rennes, beaucoup de plaisir avec la réserve à Lorient. Et j'ai la chance, et je ne pensais pas d'en prendre autant aujourd'hui à la tête du RC Lens, mais à la tête de l'équipe du RC Lens. Mais moi, ce que j'aime, c'est d'entraîner. Même si aujourd'hui j'ai beaucoup de compétences autour de moi, donc mon rôle il Mhm. est évidemment différent des années précédentes. Mais j'aime beaucoup voilà, j'aime beaucoup entraîner. Et après, Mhm. entraîneur de Ligue 1, je m'étais pas fixé un objectif de me dire un jour il faut que je sois entraîneur de Ligue 1. Mais malgré, enfin, comme tout entraîneur, finalement, je me fixais pas de limite non plus. Et si un jour l'opportunité, et elle est arrivée une deuxième ou une troisième fois, pouvait se présenter, à partir du moment où j'étais prêt, j'ai répondu oui, en tout cas pour le RC Lens. C'est ça, mais on finit l'historique de ton parcours. En fait, comment tu arrives à Lens? Comment j'arrive à Lens? Donc, cette fin de saison 2017, malheureusement, on descend au barrage contre Troyes. Et puis, bah, il y a forcément un renouvellement du staff. Donc, je suis prêt à partir dans un club de national qui m'avait sollicité. Et puis, avec la direction de Lorient, ils veulent pas me lâcher dans un premier temps. Et donc, ça se fait pas. Donc, je résilie pas mon contrat. Mais sauf que quelques semaines plus tard, il y a un nouveau staff qui arrive. Et forcément, j'ai plus ma place, ce qui est assez logique, puisqu'il y a un nouveau staff qui vient pour travailler. Donc, on met un peu de temps pour se mettre d'accord sur la résiliation du contrat. Je pense à ce moment-là, et je me suis inscrit d'ailleurs à ce moment-là pour faire le 10 mois vers l'emploi, Ouais. que je devais commencer au mois de septembre 2017. Et puis Sylvain Matriciano, qui venait de prendre le poste de directeur du centre à Lens, m'appelle pour me dire qu'il cherchait quelqu'un pour prendre l'équipe réserve du RC Lens, puisque aussi il y avait eu des mouvements chez les coachs au niveau de l'équipe première. Donc, c'est à ce moment-là que j'arrive
en tant qu'entraîneur de la réserve au RC Lens en septembre, le 7 septembre 2017. Dans l'optique d'être toujours entraîneur De l'équipe réserve ouais. et de donner un coup de main à Sylvain aussi dans la restructuration du centre, puisqu'il arrivait avec certaines missions, de faire évoluer les choses au niveau de la formation. Donc c'est dans cette optique que je viens au RC Lens. Et tu es resté combien de temps? Alors je suis resté 2 ans et demi à la tête de l'équipe réserve. Entre-temps, j'ai passé mon BEPF dans l'année 2019-2020. Et puis en février de cette année 2020, la direction du club me demande de finir la saison à la place de Philippe Montagnier, qui était le coach. Et à ce moment-là, les fois précédentes, Décliné. j'avais décliné. Et à ce moment-là, voilà, je pense que pour moi, c'est le bon moment. Et donc Tu te sentais prêt? Je me sentais prêt. Ouais, tu te sentais prêt parce que tu étais l'adjoint et tu voyais comment ça fonctionnait, ou parce que tu avais derrière toi un vécu, une expérience qui disait que ça y est, une forme de confiance, parce que pour y aller, il faut avoir confiance en Ouais, soi. c'est Ouais. exactement ça. Je pense que bah, tout mon passé d'éducateur m'a servi. Ma période d'adjoint Mm. m'a servi aussi, même si j'avais pas envie forcément de rester très longtemps adjoint, mais c'est une période qui m'a forcément servi. Et puis le fait de passer le diplôme, le BEPF, pour moi c'était comme une forme de quelque part de reconnaissance d'avoir ce diplôme-là et Mm. de dire bon, j'ai le diplôme aussi, même si j'étais en train de le passer, mais Ouais. ça se passait bien. Voilà, je suis crédible, j'ai une expérience de joueur, j'ai une expérience d'entraîneur à différents niveaux, mais aussi en Ligue 1. Et j'étais dans un club dans lequel je me sentais bien, avec des gens où, voilà, je sentais aussi de la confiance. Donc je me suis dit oui, là c'est le bon moment. Tu as parlé des formations et de cette confiance que ça pouvait donner. Je veux dire, comment toi, tu as vécu ces étapes de formation? Est-ce que le terrain, ce que tu as vécu sur le terrain et la formation, où est-ce que tu as puisé quelque part cette qualité, cette envie d'être entraîneur? Qu'est-ce qui t'a apporté le plus? Est-ce que cette formation t'a amené à changer des choses, à modifier des choses? Les formations, alors, il y en a eu plusieurs évidemment, mais dans les dernières, il y a eu le formateur à la fin des autour des années 2010. Le formateur m'a permis de structurer beaucoup d'idées. Voilà, Mm. si j'essaye de dire en quelques mots ce que ça m'a apporté. Voilà, ça m'a permis de structurer mes idées, les principes de jeu. Voilà. Après, j'ai fait alors c'est pas une formation, un certificat, mais le certificat d'optimisation de la performance à travers les aspects mentaux. Et j'étais dans une période assez compliquée. Et ça m'a permis de prendre à la fois du recul sur le métier et puis de continuer à apprendre à se connaître. Et je pense que pour un entraîneur qui est regardé par tout le monde, euh, bien se connaître, savoir à quel moment il faut intervenir, les moments où on n'est pas bien, où il faut certainement prendre moins d'espace, laisser, déléguer, parce que entraîneur de Ligue 1, mais tout entraîneur doit apprendre à déléguer, alors plus ou moins en fonction de son staff, pour pouvoir aussi, je pense, prendre du recul et pouvoir intervenir au bon moment. Donc cette formation m'a aidé à travers ça. Et le BEPF, au-delà de la rencontre avec à la fois les formateurs et puis les stagiaires, voilà, qui est une super année, ça m'a renforcé là-dedans, de savoir les moments où il faut prendre ce recul qui est nécessaire. Parce que c'est pas à toi Raymond que je vais expliquer le métier, mais c'est tellement énergivore et que si on prend pas du recul dès que c'est possible, sachant que c'est pas souvent possible, Mm. on est vite happé et comme c'est un métier qui demande aussi beaucoup de lucidité, mais en même temps beaucoup d'énergie, il faut savoir la reprendre. Et donc ces dernières formations m'ont permis, je pense, d'évoluer à ce niveau-là. Tu évoques un truc qui est intéressant. On en avait parlé un petit peu avant. Je veux dire, ce métier est prend tellement de temps à tout le monde et d'énergie. Tu as un truc pour couper, pour respirer, pour t'aérer un petit peu. Bah, j'essaie d'en avoir plusieurs. Le premier qu'on a en commun, c'est l'amour de la Bretagne
Et donc de pouvoir, comme le week-end dernier, aller me ressourcer 2 jours et demi en Bretagne, c'est des moments où moi 2 jours et demi, c'est comme 15 jours de vacances en fait. Donc ça m'a fait beaucoup de bien et ça me fait beaucoup de bien. Et comme je te le disais tout à l'heure, c'est parfois on a 24 heures en 15 jours ou en 3 semaines, mais quand il y a 24 heures de coupure, aujourd'hui, enfin depuis que je suis entraîneur en pro, je coupe vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de match à la télé. Si on peut, avec ma femme, sortir, s'aérer, mais en tout cas, c'est voilà, la volonté de couper pendant 24 heures pour revenir, même si c'est que 24 heures, avec de nouveau de la fraîcheur et de l'énergie. Donc ça, dès que je peux le faire, je le fais. Puis bah, sur les dernières années, j'ai découvert le yoga à l'époque de Lorient. Je l'ai mis en place ici aussi avec les joueurs et les membres du staff qui veulent y participer. Donc le yoga une fois par semaine fait partie des choses qui me permettent de déconnecter. D'ailleurs, je me rends compte, c'est euh, les rares fois où je déconnecte pas pendant le yoga, je me dis merde, j'ai loupé un moment là. Parce que ça arrive quand même. Ouais, que tu restes branché Que je reste branché. Ouais. Ça arrive pas sur la séance, j'arrive à déconnecter, mais des fois, au bout de 20 minutes, 25 minutes, je me dis, je suis encore en train de. C'est toi qui dirige la séance de Non, yoga? non, c'est pas moi. Non, non, j'ai Ah, passé. t'as quelqu'un qui J'ai t'as fait venir quelqu'un? Ouais, j'ai fait Ouais. venir quelqu'un qui avait travaillé déjà avec nous à la formation au RC Lens. Et donc, depuis maintenant 2 ans et demi, elle vient chaque semaine, en général le jeudi après-midi, pour donner 2 ou 3 cours de yoga par petit groupe. Et il t'arrive à fédérer ouais. Oui, alors oui, alors il y a 15-16 joueurs, je dirais, qui font les cours chaque semaine et 2-3 éducateurs. Donc on est en gros, il y a 2 groupes d'une dizaine de personnes, staff ou joueurs, qui font c'est les cours de façon hebdomadaire. Et puis toutes les 3 ou 4 semaines, notamment quand il y a des périodes de match un peu denses, là c'est plutôt un yoga de récup qui est plus cool. Même si, d'une manière générale, c'est assez cool ce qu'on fait. C'est plutôt des yogas de récupération pour que les joueurs aussi reprennent de l'énergie et se sentent bien. Il y a tous les joueurs. Voilà, tous les joueurs. Et là, c'est toutes les 3-4 semaines. Et là, on fait 3 groupes pour toujours avoir des groupes qui n'excèdent pas une dizaine de personnes. Très bien. On a coupé, tu as respiré un petit peu, on reprend l'idée. Euh, Tes principes, je t'entends et tu parles souvent de nos principes de jeu. De nos principes de jeu. Je ne veux pas que tu dévoiles les principes de jeu, mais je veux dire, est-ce que ça t'a été inspiré par des entraîneurs, des matchs que tu as vus, par quelque chose? Est-ce que ça s'est construit déjà dans tes 2, 3 premières années d'entraîneur, ou est-ce que tu as échafaudé petit à petit des choses? Ça s'est vraiment construit avec le temps. D'une part parce que pour ma première expérience d'entraîneur, comme je dis, de toute façon, il faut d'abord s'adapter au contexte, s'adapter aux joueurs que l'on a, à l'effectif, au profil. Donc, quand je suis arrivé notamment au Stade Mayennais, c'est une équipe qui était en grande difficulté. Donc, il fallait retrouver à l'époque des bases très solides sur le plan défensif. Enfin, il y avait des choses à changer. Redonner une forme de confiance aux joueurs par ce travail défensif, par sentir des bases fortes, et puis aussi un travail sur le plan physique qu'il fallait développer. Donc, bon, en formation, c'était différent parce que à Rennes, j'ai eu la chance d'avoir évidemment, c'est un très bon centre de formation avec des joueurs de qualité. Donc sur le plan de l'animation offensive et des contre-pressing, mais voilà, sur le plan des animations off, il y avait plein de choses à faire, parce qu'en général, on avait beaucoup plus le ballon que nos adversaires, je dis bien en général. Donc ça s'est construit vraiment au fil du temps, et puis comme je l'ai dit aussi, par le fait d'avoir travaillé avec d'autres éducateurs de qualité, notamment à la formation, qui ont d'autres idées, qui ont d'autres visions, et ça c'est super riche. Ça c'est super riche. Et puis après, il y a toujours à la fois des entraîneurs inspirants et des équipes qui sont inspirantes. Donc j'ai évidemment des gens comme Guardiola, et comme j'aime bien prendre Guardiola et Klopp pour des entraîneurs étrangers, parce que euh, j'aime la façon que Guardiola arrive à faire travailler ses équipes, à développer le collectif, être très imaginatif sur l'aspect de l'animation offensive de ses équipes. Et après, Klopp, j'aime l'énergie que ses équipes dégagent depuis des années. Et Dieu sait que c'est pas facile dans la durée. Donc je prends souvent ces 2 exemples-là, et il y en a plein d'autres.
À table, on parlait à un moment de Reynald Denoueck, c'est quelqu'un dont je lisais, et je lis toujours d'ailleurs, toutes les interviews, parce que ça va être, Il est toujours très, très juste. toujours Ouais, toujours. hyper juste, Mm. comme Jean-Claude Thiaudot. Enfin, voilà, c'est toujours un plaisir. J'ai pas eu la chance de les avoir comme entraîneur, mais la chance de lire, et à chaque fois c'est super juste. Donc j'adorais lire. Enfin, il y a plein de gens qui sont tellement inspirants. Et puis sur les dernières années, à une époque notamment, quand je suis passé à 3 défenseurs avec l'équipe réserve, parce que on joue à... C'était ma question. C'était Je la dis, question. t'y arrivais quand à ça? Bah, en fait, j'y suis arrivé pour la première fois avec l'équipe réserve du RC Lens en janvier 2019. Voilà, c'est assez tardivement. On avait une saison très très compliquée en termes de résultats avec les jeunes. On jouait plutôt bien, mais on prenait pas de points. Et puis avec des circonstances un peu particulières, on a fait une opposition avec les pros, et les pros nous avaient demandé de jouer avec une défense à 3. Donc au mois de janvier, donc on a fait une opposition de 2 fois 20 minutes. Et j'avais pas tout mon effectif, mais j'avais des joueurs pour cette défense à 3. Et on avait fait une opposition, notamment la première période, qui était vachement intéressante. Et donc le week-end suivant, j'ai remis ça. Ouais. Et on n'avait pas beaucoup de points, et on avait battu Sedan, qui était un des ténors du groupe, 3-0. Et donc après, je l'ai T'as développé. développé. Ouais. J'ai regardé donc à ce moment-là, notamment l'Atalanta de Bergame. Et puis voilà. Puis après, Non, parce que, je veux dire, bon, tu me parles 3 derrière. Je vois des équipes jouer à 3 derrière, mais avec trois joueurs figés. Ah oui, oui, oui. Je veux dire que le plus, et depuis 3 4 ans, moi, ce que j'ai vu et ce que dans les matchs, c'est que ces 3 centraux, ils sont actifs dans le jeu. C'est des milieux, ils sortent, Ouais. ils viennent faire le décalage. Comment ça c'est. Bah, en fait, si je peux le résumer, Ouais. c'est que le premier objectif, c'est de prendre l'initiative. Voilà. Le premier objectif qu'on a, avant tous les principes de jeu, c'est de prendre l'initiative dans le jeu. Alors, bah, comme tu le dis, 2 derrière, et je dirais même avec notre gardien, Ouais. de prendre l'initiative, et nos 3 défenseurs centraux qui sont mes 4 premiers joueurs d'initiative quand on a le ballon. Mais aussi l'objectif de prendre l'initiative de différentes manières, évidemment, quand on n'a pas le ballon, soit pour presser haut, soit on presse pas, on fait pas que de presser haut, hein, soit pour parfois aspirer, et voilà. Mais c'est toujours d'avoir dans l'esprit que on cherche à prendre l'initiative et à essayer de gagner un rapport de force. Avec ces 3 centraux, parce que. Avec ces 3 centraux. Mais bon, j'ai vu ton entraînement un petit peu tout à l'heure. Tu travailles beaucoup sur le pressing et la réaction au pressing. Et les gens, ils appellent ça le contre-pressing. Moi, je dis toujours, c'est comment tu réagis quand toi, tout d'un coup, t'es pressé. Ça s'invente pas. Ça se cultive, ça se travaille. Toutes les semaines. Mais le côté, je veux dire, les pistons de ce 3-5-2, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la même importance ou moins d'importance que tes 3 centraux. Non, de toute façon, chaque joueur a son rôle dans le 3-5-2, dans le 3-4-3, parce qu'on est plutôt sur plus régulièrement depuis un moment, depuis déjà la fin de saison dernière, plus régulièrement sur un 3-4-3. Mais qui est un 3-4-3 en fait, qui est finalement jamais un 3-4-3 Qui d'ailleurs. bouge toujours. Ouais, c'est ça. C'est comme j'ai dit plusieurs fois en conférence de presse, quand on me parlait d'un 5-3-2 ou d'un 3-4-3, je dis mais faites 1000 photos du match, vous allez jamais voir, ou alors vous allez voir sur 3% des photos le 3-4-3. Tu as l'engagement. Voilà, et encore pas toujours. Pas toujours. Donc évidemment, non, c'est de savoir justement, c'est pas tant la position d'un joueur, c'est toutes les positions des joueurs en même temps qui s'animent et qui ou ferment les espaces, ou les réduisent, ou les créent ou les ouvrent. C'est ça qui compte. Donc c'est plutôt la richesse de ce qui se passe entre 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Le top, c'est 11 qui vont réussir à se déplacer en même temps pour ou poser des problèmes ou pour les régler. C'est ça qui compte plus que le système, évidemment. Je laisse l'avenir de Lens.
le tien. Je veux dire, à un moment, tu m'as dit, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, je peux être entraîneur de L1. Tu vas te qualifier en Coupe d'Europe. Est-ce que à un moment, tu as dans l'idée de dire, je peux devenir un entraîneur européen? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, certainement, moi, il a fallu que je passe des caps tranquillement, puisque j'avais pas des ambitions au départ de me dire je vais être entraîneur de Ligue 1. Ça s'est construit tranquillement. Et aujourd'hui, euh, je me refuse rien en fait. J'espère, voilà, je prends beaucoup de plaisir, j'espère continuer à en prendre. Euh, et puis, euh, et puis d'aller le plus haut possible. Alors évidemment déjà avec mon club et avec le Racing Club de Lens. Et après, je sais aussi que les coachs ne sont jamais éternels à un endroit, enfin, même si ça arrive de temps en temps quand même. Oui, il y a eu Ferguson, Il il y y en a a eu quelques-uns, Giroud. il y en a quelques-uns, mais après, voilà, je fais pas de plan de carrière. Je fais pas de plan de carrière. Mais par contre, je suis comme mes joueurs, mais je suis quelqu'un d'ambitieux pour mon équipe, pour mon groupe, mais je suis aussi ambitieux pour moi et j'ai envie de vivre le plus de belles choses possibles et les plus hautes. Oui, je pense qu'à Lens, il y a les possibilités de grandir avec le club. C'est pour ça que j'ai Il y re-signé. a tout ce qu'il faut. Non, mais c'est vrai que des fois, on est dans des Mm. étapes. Et là, je veux dire, tu peux grandir avec le club. Moi, ma question, elle était orientée directement parce que c'est cette comparaison avec les entraîneurs étrangers qui réussissent deux, trois trucs dans leur pays et tout d'un coup ont la possibilité de devenir, d'aller dans les grands clubs. Et je veux dire, quand on voit le parcours de ce que tu fais, on se dit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas plus ni moins. Et pour moi, tu symbolises quelque part ces entraîneurs français qui ne sont jamais mis en lumière, alors qu'ils ont toutes les compétences, ils travaillent, ils savent construire des équipes, monter des équipes. C'est ça. Mais bon, c'est une parenthèse que je me suis fait pour moi-même. Euh, la suite pour toi, c'est euh, cette année, dans l'organisation, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment tu fonctionnes ici. C'est-à-dire, tu es manager, entraîneur, je t'ai vu sur le terrain, tu as la casquette et le sifflet, tu as tout de l'entraîneur, mais il n'y a pas que ça. Comment ça fonctionne? Comment toi tu fonctionnes? Parce que tous les entraîneurs ne fonctionnent pas pareil. Moi, j'ai la chance d'avoir un staff qu'on a co-construit avec notamment avec Flo, notre directeur sportif, depuis 3 ans, qui est à la fois un staff avec beaucoup de compétences, avec beaucoup de diversité aussi. Et donc, je serais fou ou idiot, ou les deux, de ne pas utiliser les compétences que j'ai autour de moi. D'une part parce qu'ils sont tous très très bons dans leur domaine, euh, j'ai vraiment des experts, et qu'en plus moi ça me permet de, comme je disais tout à l'heure, de garder de la lucidité, de mettre l'énergie au bon moment enfin ce que j'estime être les meilleurs moments et aux bons endroits. Donc voilà, je délègue. Alors forcément, la délégation n'empêche pas le contrôle, hein. Voilà, tout, j'essaye et je souhaite être au courant du maximum de choses, mais je pars du postulat, d'abord je fais confiance et j'ai raison de le refaire parce que on voit le travail qui est fait depuis 3 ans. Euh, donc ça c'est la première des choses. Donc j'ai oui un rôle d'entraîneur, manager, parce que je suis aussi une grande proximité de relations et de travail et dans les prises de décision avec le président, avec le directeur général et avec le directeur sportif. Donc voilà, je suis au milieu de tout ça, à la fois de la gestion du staff et du groupe pro, et en même temps de travailler aussi sur l'avenir avec la direction du club. Donc je suis au milieu de tout ça, et c'est un rôle qui est quand même assez nouveau, puisque Mhm. avant d'être entraîneur ici de l'équipe première, c'est pas un rôle que j'avais connu, mais c'est un rôle qui me convient très bien. Est-ce que le fait d'avoir été formateur est un plus? Bah, ce qui est bien, je pense, dans le rôle du formateur, c'est d'avoir toujours eu des jeunes, et malgré tout, en 20 ans, les choses Mhm. bougent, les générations bougent, et donc d'avoir toujours été avec vraiment de la jeunesse. Et puis le côté formateur permet toujours euh, de changer des choses,
D'inventer un peu. Ouais. Je parlais de Il y laboratoire, a, je y a sais pas moins de si. risques. Et exactement, il y a Ouais. beaucoup moins de risques. Donc ça m'a permis de se dire, bah voilà. Et si on ne fait pas bouger les choses, voilà, on arrive sur on parle d'habitude, de routine, et ça c'est jamais très très bon. Donc c'est pour ça que quand je parlais de prendre l'initiative, c'est ça, c'est de prendre des risques, de pouvoir bouger des lignes, et puis et puis de pas craindre ce qui se passera, parce que bon, de toute façon, on essaye de maîtriser le maximum d'éléments, mais après le football, voilà, des fois il y a des choses, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on maîtrise pas dans le football. Donc je cherche plutôt à ce qu'on se donne les moyens de maîtriser au mieux ce qu'on peut maîtriser, et puis après les éléments extérieurs que peuvent être les adversaires, que peuvent être l'arbitrage, En laissant l'arbitrage de côté. ouais, on en reparlera plus tard peut-être, mais qu'on maîtrise pas, et ben même si de temps en temps, moi aussi je grogne, hein, mais Justement, c'était aussi une de mes questions avec ça. J'étais au séminaire des arbitres et tu fais partie en fait des arbitres, des entraîneurs que les arbitres apprécient. Parce qu'ils disent il est poli, il fait pas de bruit, il proteste pas. Et les journalistes ont tendance à dire ouais, mais il n'est pas actif. Il y a deux notions alors quand on voit les choses. ils sont sympas quand ils disent que je proteste pas, parce que je sois poli la Ouais. plupart du temps, 99 fois sur 100, oui. Mhm. J'ai une éducation, et je veux quand même qu'elle ressorte, cette éducation. Et puis je pense pas que ce soit en invectivant ou en insultant les gens qu'on va faire avancer les choses. Mais ça m'empêche pas évidemment que sur le coup des émotions, parfois j'ai des réactions, mais j'essaye quand même de les tempérer, parce qu'en plus il y a aussi l'image que l'on donne à ses joueurs, à son Mhm. staff. Et quand on cherche à maîtriser les choses, il faut commencer par se maîtriser soi. Donc même si de temps en temps je sens que je bouillonne un peu, j'essaye de redescendre. Voilà. Et puis la discussion est toujours meilleure. Mais je suis quand même de temps en temps contrarié, et puis de temps en temps de mauvaise foi, ça m'arrive aussi. Tu le montres pas beaucoup. Est-ce que tu as... Non, j'essaie de Et maîtriser. justement, dans ce registre-là, alors, on a les questions des internautes là, que je reprends et on a des rubriques spéciales. Est-ce que tu as un vrai coup de gueule contre quelque chose, une situation Bah, le coup de gueule, bah, j'en parlerai demain, puisqu'on on a la chance d'avoir M. Garibian et un arbitre qui vont venir nous rencontrer demain. C'est que je trouve une différence telle entre. Je parle des arbitres français. Quand ils arbitrent les matchs européens et quand ils arbitrent les matchs français. Quand je vois, là où on se parle là, aujourd'hui, 8e journée de Ligue 2, 39 cartons rouges. 7e journée de Ligue 1, si je dis pas de bêtises, 31 cartons rouges. 70 cartons rouges. Alors je dis pas qu'ils sont. Évidemment, ils sont. ouais. La plupart sont justifiés. Mais je pense qu'il y a un certain nombre, et on en a vécu, ou les années précédentes, et tous les clubs en ont vécu, des cartons rouges qui sont pas justifiés. Et quand on sait qu'un carton rouge, ça change quand même ça change quand même les matchs pour n'importe quelle Non, équipe. pas pour Pas vous. toujours pour nous, Pas mais pour vous. mais Pour vous, c'est l'inverse. Il faut que tu m'expliques ça aussi. ouais. Et quand je vois surtout les arbitres, quand ils arbitrent en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, c'est, on n'a pas on n'a pas le même arbitrage. Donc c'est pas une question de niveau des arbitres, c'est ce qu'on leur demande. Et je pense que là-dessus, il y a des choses à questionner. Voilà, c'est simplement ça. Bah, tu vois, c'est un coup de gueule à l'image de ce que disaient les arbitres, poli, sympa. Juste comme ça. C'est quoi ton meilleur souvenir de... J'allais dire de vie, non. C'est à part de footballeur. De vie, c'est souvent la naissance de ses enfants. Ouais. C'est- Si je dis pas ça, je vais me faire taper sur les Et ouais, doigts. ouais, ça c'est clair. Donc, Euh, dis-le. Lequel est ton non, meilleur souvenir de ta vie? euh, bon, au-delà de mes enfants, sur la passion du foot, c'est difficile vraiment de dégager un souvenir. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on vit et ce que je vis là maintenant depuis 24 ou 30 mois, je pensais vraiment honnêtement, en tant qu'entraîneur d'un club en Ligue 1, ne pas vivre autant autant d'émotions positives, autant de bonheur, autant de fluidité. Vraiment pas. Vraiment pas. Je me disais, bon, c'est top d'être entraîneur de Ligue 1 et top d'être entraîneur à Lens, parce qu'il y a une ferveur qui est exceptionnelle. Mais je pensais vraiment pas être comme ça, finalement, autant moi.
Voilà. Finalement, autant comme je suis, je joue pas de rôle, je suis pas mais je me disais peut-être que je vais devoir tu vois, Composé. un peu composer, un Mm. peu et non, je suis comme je suis, comme j'étais quand j'étais. Alors évidemment, j'ai 20 ans de plus quand j'étais entraîneur à Mayenne, mais je, je pense rester authentique, et c'est ça qui me fait le plus plaisir en fait. C'est bien. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti en danger ou en difficulté? Pas depuis que j'ai repris l'équipe, à aucun moment, à aucun moment. Bon, alors on a la chance quand même d'avoir des résultats assez Oui, réguliers c'est régulier. Ouais. depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. Donc à aucun moment, euh, j'ai connu ce sentiment-là quand je faisais partie du staff à Lorient, à une autre époque. Mais j'étais pas numéro un, donc c'est- même si les adjoints peuvent être en danger, évidemment, Oui. autant. Hein, un staff, c'est un staff. Mais depuis que je suis à la tête de l'équipe, j'ai pas connu ce sentiment-là. Mais en plus, c'est pas un sentiment enfin, c'est pas quelque chose que je crains en fait. Parce que d'une part, je sais que ça fait partie du job, quoi. Hein. Mm. Et le jour où ça devait arriver, ça arrive. Ah, bon. Oui, mais on dit tout ça, mais c'est pas une obligation. Non, non, C'est c'est. partir en se disant, c'est. Ah, Voilà. mais moi. On peut choisir de partir soi-même. Exactement, mais Mm. c'est finalement ce que j'ai en tête, moi. Mm. C'est de pouvoir un jour, le plus possible, comme je l'ai déjà fait dans d'autres situations, me dire je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait du mieux possible. Peut-être que c'est le moment Passer à autre de chose. passer à autre chose. Mm. J'espère que. Bon, Voilà. c'est pas l'idée du moment. Non, non, L'instant. c'est pas l'idée. Vous avez quelque chose à faire C'est pas l'idée de du moment super du qui est, tout. qui est en marche Du tout. ici. Mais je sais que derrière la tête, j'ai quand même ça. Ton plus mauvais souvenir, c'est quoi? Alors, en tant que joueur, je pense mon plus mauvais souvenir, c'est dans mon club formateur quand on est descendu avec le FC Rouen de Ligue 2, parce que ça a en plus peu de temps après précipité le club en dépôt de bilan. Donc, et comme c'est un club dans lequel j'ai été 14 ans, et c'est un très très mauvais souvenir. Et puis la dernière saison au FC Lorient, qui a été en plus conclue par une relégation. Même si j'ai toujours beaucoup d'amitié et beaucoup d'amis au FC Lorient, mais voilà, on prend les choses à cœur, et voilà, c'était une saison qui a été difficile. Mais c'est même pas le moment précis de la descente et du coup près de ce match de barrage. C'est plus sur la saison que ça a été mauvais souvenir. La décomposition, Ouais. la dégradation petit à petit. Il Exactement. n'y a pas, Non, il y a pas le moment non, du coup près. c'est même pas le moment du coup près, autant ça l'a été avec le FC Rouen, parce qu'en plus on n'avait pas été relégable de la saison, et on a été relégable à la dernière journée, donc c'était vraiment le coup près. Autant Lorient, c'était plus sur une. Voilà, on sentait que les choses, même si on pensait que on les avait raccrochés à un moment, mais finalement c'était pas suffisant, et voilà, c'était. Mais ça fait partie de l'expérience aussi. C'est ça. Est-ce que tu as un avis sur l'évolution du poste de l'entraîneur et des entraîneurs français pour arriver à se mettre en valeur un peu plus, ou à justifier leurs compétences? Moi, j'ai pas d'avis, mais je trouve ça. Cette année, je dis bien, on a eu la chance, les entraîneurs français ont eu la chance, mais ça ne devrait pas être une chance, parce que d'avoir Christophe Galtier, pardon, qui est nommé entraîneur de Paris Saint-Germain. Mais comme on avait quand même eu Laurent Blanc avec des résultats et du jeu magnifiques. Je dis que c'est une chance, mais ça ne devrait pas être une chance, ça devrait être juste une logique que, à minima, les grands clubs français, les entraîneurs français soient en capacité de prendre les grands clubs français. Voilà, les grands clubs français, j'entends par les grands clubs français, les clubs qui ont les plus gros budgets. Et c'est pas aussi évident que ça. Donc, je pense qu'il y a la France, en tant que nation, elle est reconnue dans le football. En tant que formation, en tant que joueur, elle est reconnue dans le football. Les entraîneurs doivent y être un petit peu pour quelque chose aussi. Donc, je trouve, voilà. Alors peut-être qu'on se vend pas, peut-être qu'on veut pas nous vendre, peut-être qu'il y a un certain nombre de, c'est peut-être plus excitant d'avoir, il y a peut-être peut-être plus excitant d'avoir des entraîneurs étrangers. J'en sais rien. Il y a forcément des bons entraîneurs étrangers. La question n'est pas là, mais je pense qu'il y a d'excellents entraîneurs en France, et ça me paraît logique d'avoir, notamment à Paris, mais pas que, un entraîneur français.
Voilà un coup de gueule. Un deuxième. Un deuxième coup de gueule. Change tout à fait de registre dans les différentes rubriques qu'on a. C'est ta journée type pas dans le travail, mais comment tu t'organises, toi? Tu arrives le matin à quelle heure? Bon, en général, j'arrive le matin à 7h45. 7h45. Ouais, Et pour préparer bah, la séance, elle est déjà elle est préparée parce préparée. qu'avec Lilian, avec KU, avec Mhm. Hervé, avec Laurent, la séance, elle est déjà préparée, mais il y a encore des petits aménagements. T'habites loin d'ici? Non, je suis proche d'Arras, donc je passe par la campagne pour Par la arriver campagne? cool. Ouais, je préfère prendre Combien de temps il faut pour arriver? 17 minutes. 17 minutes, Voilà, pile. pile, 17 Pile. minutes. Ça me permet Mhm. d'écouter France Inter, Ouais. d'être, de suivre les actualités du jour. On les ai déjà écoutées en prenant mon petit café le matin, mais d'avoir une petite pause. 7h45, ça veut dire que tu te lèves à... Ouais, je me lève comme souvent, je déjeune, je petit déjeune au club. Ah oui, donc tu déjeunes pas avant de partir. Non, ou je Ouais. prends un petit café, mais donc souvent je déjeune, je petit déjeune au club, donc je me laisse souvent à 7 heures. Voilà. D'accord. Un quart d'heure de Donc route, de tracé. 7h45 le départ. 7h45, voilà, Arrivé j'arrive ici. ici. Et puis après, bah, il y a les moments où il y a des rencontres avec les joueurs, il y a de la vidéo, il y a les échanges avec le staff, il y a le point médical, le pôle performance Mhm. avec le médical, ils ont fait une réunion, donc je récupère les informations. Est-ce qu'il faut modifier certaines choses? Les équipes, les jokers, voilà, voir un joueur ou deux joueurs en individuel pour faire un peu de vidéo. Hugo qui nous prend en vidéo avec la presse ou Benjamin avec la communication. Il y a aussi un certain nombre D'obligations. d'obligations et de Mhm. sollicitations. Donc la journée passe. Enfin, déjà, la matinée, elle passe très très vite. On s'entraîne souvent à 10h30. Donc, l'entraînement se finit à midi et demi. Il y a le débriefing. Il y a déjà la préparation de la séance d'après. Il y a de nouveau un point avec le médical. Et après, il y a l'après-midi, c'est souvent une grande partie avec de la vidéo sur l'adversaire, sur nous aussi. Que tu Euh, prépares toute la semaine ou qu'on prépare ça? toute la semaine, mais souvent en tout début de semaine, Alex, notre analyse vidéo, nous fait un montage que pour le staff. Un montage, et puis on a aussi des datas, des stats. Et on a en général une réunion d'1 heure sur l'adversaire. Et de ce gros montage-là, Alex retravaille un montage qui sera présenté aux joueurs, que je présenterai aux joueurs sur la partie jeu et sur le plan de jeu d'ailleurs. Et puis chaque adjoint présente les coups de pied arrêtés. Parce que Et chaque ça, c'est adjoint- à J combien? Ça, c'est à J-. La présentation au groupe, à l'effectif, c'est à J-1. Mais eux ont déjà vu à J-2 et à J-3 Les images de des images l'adversaire. de l'adversaire. Voilà, D'accord. sans qu'on intervienne. Tu finis ta journée à quelle heure? Je la finis plus tôt qu'à une époque. Ça varie entre 17 et 19h30, 20h. Voilà, parce que des fois, même quand on rentre, il y a encore des choses à régler. Ouais. Même si j'essaye, je dis bien j'essaye quand je franchis le seuil de la maison, c'est souvent 19h parce que j'ai un truc qui est. Parce que mon chien aboie, ça veut dire qu'il a faim. Et quand j'arrive, et c'est souvent vers 19h, je lui donne à manger. Je sais que donc des fois, si je suis un peu plus tôt, il aboie, je lui dis non, attends encore un peu. Mais voilà, il y a évidemment encore, surtout à certaines périodes de mercato, etc. Il y a encore toujours des choses sur lesquelles il faut encore un peu travailler à la maison. Mais j'essaye, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand j'arrive à la maison, à pas répondre à mon adjoint, à Lilian ou à Flo, directeur sportif. Je coupe souvent, je suis souvent en vibreur à la maison pour être à la maison et bien à la maison. Voilà, pour ceux qui croyaient que le métier d'entraîneur, c'était juste une séance d'entraînement, c'est clair. Ça commence tôt et ça finit ni tard. Et dans tout ça, tu m'as même pas parlé de tes relations avec les agents. C'est pas toi qui gères. J'ai pas trop. Flo, voilà, c'est Il y a Flo quelqu'un qui te protège de ce qui gère côté-là. les agents. Alors j'ai quand même beaucoup de messages d'agents, Mhm. beaucoup. Ouais, puis il y a des gens aussi que je connais depuis longtemps et il y a évidemment aussi de la compétence et des gens très bien et aussi des gens moins bien, mais des gens que je connais depuis maintenant 20 ans. Donc, et par contre systématiquement. Je donne, voilà, parce que les agents c'est pour me proposer des joueurs la plupart du temps. Voilà, chacun son job, même si je suis
très au courant du recrutement, des profils qu'on recherche, parce que on se voit, ça fait partie du travail de la semaine, presque une fois par semaine, en tout cas une fois par semaine à minima certaines périodes, et une fois tous les 15 jours avec la cellule de recrutement. Mais voilà, c'est pas moi qui gère, ou très très rarement. Donc tu rentres vers 19h, tu donnes à manger à ton chien. Et comment t'occupes tes soirées? J'aime bien rentrer chez moi et une émission voilà, qui me permet de couper. J'arrive souvent au moment de C'est à vous sur la 5. Ah, j'allais dire, ne me dis pas que tu regardes l'équipe en Non, plus. je regarde pas Non, l'équipe. tu regardes Non. pas l'équipe. Non, même quand C'est tu pas passes, Raymond, beau je te ça. promets, je regarde pas. Mais voilà, ça m'arrive forcément de regarder de nouveau du foot dans la semaine. Euh, le week-end, je sais qu'on va avoir un adversaire qu'on va jouer dans une semaine ou 15 jours. Bon, souvent le week-end, je regarde en live. Et puis des matchs de Ligue de Champions, de Ligue des Champions que je regarde aussi. Mais je me refuse. Oui, je me refuse à regarder des matchs tous les jours. Enfin, Ouais. en rentrant à la maison, je parle, parce que j'en regarde déjà assez en vidéo. Et donc je me refuse voilà, parce que Est-ce il que y tu a, as, il y est-ce a que une vie tu de le temps de famille. voir des films, de lire des livres? Oui, bah justement, Ouais. j'aime bien voir des films. Ça fait un moment, on se faisait la réflexion avec ma femme qu'on n'a pas été au cinéma. Mais j'adore aller au cinéma, par exemple. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment. Le dernier film, c'était De son vivant, qui est repassé sur Canal+ hier soir. Donc c'est un film qui a 8-9 mois. Très beau film. Je lis un beau bouquin sur l'âme retrouvée, qu'un journaliste m'a gentiment offert il y a quelques semaines. Donc même si j'ai plus de facilité à lire quand on est en coupure de saison, vraiment, quand on est dans la saison, j'ai du mal à me plonger dans un livre et y rester, parce que Mm. donc Il y a les interférences ouais, toujours il y a trop qui d'interférences. passent. Trop Ouais. d'interférences. Autant cet été, j'ai pu lire 5 livres pendant les 3 semaines de vacances. Autant dans la saison, lire un livre, ça peut me durer 3 mois, quoi. Alors que le même livre, je le lis en Ouais. 2 jours pendant les vacances. Mm. Donc voilà, les interférences, c'est exactement le bon terme. Alors dans les différentes rubriques, c'est marqué. C'est son truc en plus. C'est les questions des Mon truc internautes. en plus, Qu'est-ce que tu penses que tu as en plus? Et, je veux dire, et c'est pas de la prétention, hein. ouais, ouais, C'est pas j'entends. dire moi je sais faire ça. Non, quelque chose de différent que tu penses avoir, que tu as construit ou que tu as ou que tu imagines. Je pense que j'ai une relation avec les joueurs qui est à la fois euh, proche et en même temps qui amène aussi beaucoup d'exigences. J'ai- j'ai- je pense que de ce côté-là, parce que je suis bon, très compétiteur, et même si je le montre pas toujours et que je prends du recul, mais je pense que j'arrive à créer la relation avec les joueurs, même si avec certains on n'a pas la même langue, etc. Mais on arrive à se comprendre et à s'entendre. Et pour que les mecs soient à la fois se sentent bien, prêts à prendre d'initiative, et en même temps qu'ils sentent aussi que Il y a un voilà, cadre. il y a un cadre. Voilà. Sans le marteler, sans taper sur tout ce qui bouge. Mais voilà, je pense que de ce côté-là, oui, Je vois j'ai ça. la grande tradition maintenant, la grande mode des entraîneurs, c'est de prendre les joueurs dans les bras. Je veux dire, il y a ce contact physique que je n'ai jamais vu chez toi. Si, 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 ça. Je suis quand même, je suis quand même tactile. Il y a une distance, mais j'ai quand même une vraie hmm, proximité qui peut même être physique aussi. ouais. Ça dépend des moments. Mais Et puis c'est j'ai pas. pas d'image de toi à la Non, sortie des matchs, comme certains ouais. entraîneurs qui les prennent dans les bras, qui les Non, non, tiennent. non. Il y T'as a, beaucoup de retenue, hein. j'ai quand même de la retenue. Bon, il y a quand même un ou deux joueurs qui vont sauter dans les bras quelques fois après des matchs, mais c'est eux qui vont sauter dans les bras. C'est ça. C'est pas moi qui suis allé Ouais. leur sauter dans les bras. Mais voilà, juste avec une bonne poignée de main, on peut faire passer des choses. Mais c'est vrai que voilà, euh, je suis proche de mes joueurs, mais je vais pas les embrasser toutes les 5 minutes non plus, quoi. J'ai une question, celle-là elle m'intéresse toujours. Comment tes enfants vivent ça?
Voilà, ils ont grandi parce que j'ai une Ouais. fille qui a 24 ans qui vit à Montréal et j'ai mon fils qui est. Ah oui, elle a la chance finalement Ouais, ouais, d'être en dehors de assez- l'actualité. bah, elle est à Montréal que depuis 9-10 mois, donc elle Ouais. a quand même Elle l'a vécu quand elle même. l'a quand même vécu. J'ai mon fils qui est dans le foot, qui a même joué au Racing Club de Lens, qui est parti en université aux États-Unis, en Floride, qui est parti depuis cet été. Ah, Euh, après son bac, là, il est parti. non, il Ah a ouais. été prêté 2 saisons dans des clubs de National 2 et National, Mhm. parce qu'il voulait pas rester à partir du moment où j'étais l'entraîneur de l'équipe première. Je l'ai eu comme la dernière année où j'étais coach de la réserve, il avait 17 ans et je l'ai eu comme joueur. C'est plus dur pour lui ou pour toi? Honnêtement, je pense que c'était plus dur cette saison-là pour moi que pour lui, notamment au départ. Mhm. On est toujours plus exigeant avec les siens Ouais. et donc. Mais on avait vécu une saison très sympa avec la réserve et bon, il était très très bien intégré. Chacun faisait la part des choses, les joueurs, le staff. Mais après quand je suis passé avec les pros, voilà, il a demandé à être prêté, donc il a été prêté 2 saisons. Et puis là, il s'est dit bon, il faut que je vive une autre expérience, peut-être un peu plus loin que la France. Donc il est parti vivre une super expérience. Il est en train de vivre une super expérience aux États-Unis. Ah, ils t'ont Euh, rendu ta liberté, les deux, ils sont partis. ouais, ils Ah sont ouais. partis. Mhm. Alors forcément, ils nous manquent, mais en même temps, comme ils sont très heureux, très épanouis, voilà, enfin, ma femme comme moi, on est très heureux de ce qu'ils sont en train de vivre et réaliser, donc c'est top. Et puis après, on a eu cette discussion ce midi pour les familles. Alors, ça se passe bien depuis que je suis ici, donc Mhm. ça se passe même très bien. Donc voilà, il y a toujours un peu de critique, forcément, ça fait partie du lot, mais Ouais. on va dire que 90% c'est plutôt bienveillant. Moi, je suis pas sur les réseaux, mais les enfants y sont, et je sais très bien que forcément pour les familles, que ce soit les enfants, les épouses ou les époux, parce qu'il y a des entraîneurs femmes, ou les familles en général, ça peut être vraiment des moments très très compliqués. Voilà, les gens oublient un peu, mais que ce soit dans le foot d'ailleurs, il y a d'autres métiers qui sont un peu impactés comme ça. Donc, bon, finalement, je trouve que c'est bien qu'ils soient un peu éloignés. C'est c'est bien. Anissa, est-ce que tu vois une autre question que j'aurais dû poser et que je n'ai pas posée? Non. Tu as Anissa, j'ai évoqué, payé ma cotisation, ça, tu, c'est as, une question. tu as évoqué le foot féminin. Vous avez une structure qui Ouais, s'est mise en place. tout à fait. Tu es actif, tu surveilles, tu regardes, ouais. Alors, bon, tous les lundis, on a les résultats de tout le club. Voilà, Mhm. tous les lundis. Donc moi, euh, j'ai les résultats des U11 et jusqu'aux l'équipe réserve. Donc forcément, je connais souvent les résultats de la formation ou de l'équipe réserve. Mhm. Mais j'ai toujours un œil, je regarde toujours leur programme. Et l'équipe féminine, les équipes féminines, parce qu'on a notre équipe qui est entraînée par Sarah qui est en deuxième division féminine, mais on a aussi des plus jeunes, donc, et on a aussi les résultats de tout le monde. Donc évidemment, je regarde les résultats de tout le monde. Et puis, comme je savais que les filles reprenaient leur championnat ce week-end dimanche, elles ont commencé par une belle victoire 4-0. En fin de séance, c'est notre dernière séance, c'était jeudi soir. Avant 3, elles s'entraînaient sur le terrain juste d'à côté. Donc je suis allé les voir 10 minutes. Je voulais leur dire un petit mot, mais c'était tellement à fond dans leur séance que voilà, je voulais leur dire un petit mot, les encourager pour leur reprise. Donc j'ai envoyé un message à Sarah pour qu'elle transmette. Mais oui, 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 je veux dire, tu n'es j'ai- pas indifférent, tu non, non, je suis suis. pas indifférent Ouais, et on c'est ça. discute d'ailleurs Ouais. souvent. Alors on discute évidemment avec la formation, mais on discute aussi puisque les bureaux des féminines sont juste à côté du bureau où on est actuellement là. Donc on a toujours voilà un échange, que ce soit moi ou des membres de mon staff. On fait partie du RC Lens et on fait tous partie du RC Lens. Euh, J'ai oublié, tu vois. J'ai oublié ma vraie Ouais. fonction. Je veux dire, euh, tu es, tu es syndiqué depuis longtemps, parce Ouais, que tu as ouais, pas failli mal faire d'années. des MVE, tu le disais tout à Oui, l'heure, ouais. parce que toi, tu connaissais le programme, et quand on est en situation de recherche, c'est un bon programme. C'est un excellent programme. C'est un Ouais. excellent programme. Je l'ai pas vécu, mais j'ai quand même un Mm. certain nombre de collègues ou de copains qui l'ont vécu et chaque fois ça a été des retours top. Quand j'étais joueur, j'étais syndiqué à l'UNFP. J'ai toujours été syndiqué, j'avais même d'ailleurs été délégué à une époque. Et mais je trouve qu'à un moment, l'union fait la force quand même. Et si on veut
être défendu, on peut pas se plaindre de ne pas être défendu ou pas être suffisamment défendu, et en même temps de ne pas être syndiqué. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup de logique dans tout ça. Donc voilà, ça me paraît normal, et surtout par rapport à ce que peut offrir le syndicat, et surtout pour voilà. Quand on est entraîneur et que ça se passe bien, c'est top, c'est parfait. Mais quand il y a des moments plus difficiles, et notamment les périodes de chômage ou les périodes où en rupture de banc, le syndicat et les syndicats, si j'incorpore l'UNFP, mais l'UNECATEF a évidemment beaucoup de sens. Donc la moindre des choses, je fais pas grand chose, mais la moindre des choses, c'est au moins de payer sa cotisation et d'être syndiqué. Voilà, Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Tu as combien d'adjoints? je sais que dans mon staff, voilà. on n'est pas forcément tous très Il va falloir que tu sois un vrai délégué syndical j'entends pour pouvoir vraiment recruter d'autres. Enfin, leur faire comprendre que la solidarité est une nécessité. C'est juste ça, même si on n'en a pas besoin. Quand tout va bien, il faut penser aux autres. Tout à fait. Voilà. Merci, Franck. C'était super. Je veux dire, vraiment, je sais pas, les gens auront vu, je veux dire, qui tu es, tu étais par rapport à ce jeu. Et honnêtement, je trouve que tu vas bien à Lens. Que vous êtes en harmonie totale, et que dans ce club, c'est ce qu'on sent quand on est ici. Alors, je vous souhaite une belle saison, et je te souhaite un bel avenir dans ce métier, mais j'ai pas de doute. Merci à toi. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous.